premier de deux podcasts sur Foucault, le discours. Le discours, c'est quoi? Ben, c'est un peu ça qui va être le sujet pour ces deux vidéos-là. Mais pas au sens où on va se pencher vraiment sur essayer d'analyser ça en profondeur, mais vraiment au sens où comment on l'utilise pour essayer de comprendre les choses qui se passent en criminologie en particulier. Le discours. Foucault n'est pas le premier, pas le seul à utiliser cette notion-là de discours. Le discours, ça veut simplement dire l'assemblage des choses qu'on tient pour être vrai au sujet du social et au sujet de ce qui nous intéresse, évidemment, c'est la criminalité. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qu'on est sûr de nos affaires? Les fondements, les principes, les réalités, la réalité objective même. Qu'est-ce qui est la réalité objective? Foucault dit que toutes ces choses-là sont hautement interprétatives, mais collectivement, on se forme une idée de ce qui est la vérité. C'est pas collectivement au sens de Durkheim avec la conscience collective. Hein. Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord. Sauf que les autres, ils peuvent avoir leur propre discours, alternatif, différent, opposé, critique, etc., etc. Sauf que c'est pas celui-là qui s'impose. Celui qui s'impose est dominant et celui qui, probablement que la plupart des gens, auquel la plupart des gens adhèrent, mais surtout, c'est celui qui est à la source de la façon dont nos institutions fonctionnent, puis notre discours politique se déploie, l'administration générale du quotidien. Donc c'est ça, il est dominant dans ce sens-là, il est dominant au sens où il est pratico-pratique. Les autres, c'est peut-être plein de gens qui contestent ce discours-là, mais ils n'ont pas de pouvoir. Okay? Vous allez voir que la connexion entre la vérité et le pouvoir est quand même assez importante. Première chose, le discours, donc, quand on adopte, faut faire attention, je dis quand on adopte, mais là, c'est pas tout à fait vrai. On l'adopte pas, au sens où on arrive devant un buffet de discours, puis ça on dit, je vais prendre le B, avec un soupçon de C. Non, on est socialisé dans un discours déjà. Puis, pour toutes sortes de raisons, on peut le remettre en question de façon plus profonde, mais en général, non, ce ne sera pas le cas. On va juste essayer de fonctionner du mieux possible dans cet état de fait-là, dans la façon de penser qui est celle de nos pères, de nos parents, de ce qu'on conçoit comme étant la société. Donc, c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là d'essayer de fonctionner et de vivre notre vie que d'essayer de contester tout ça. Comment est-ce que ce discours-là se maintient? C'est quoi sa solidité? D'où est-ce qu'il vient? Parce que dans le fond, le discours, il n'existe pas parce qu'il est figé quelque part. Il n'est pas comme une statue ou les tablettes de la loi, quelque chose du genre. Il n'y a pas de réalité, ce discours-là. Souvenez-vous un peu il y a un peu d'ethnométhodologie là-dedans. Souvenez-vous en ethno, quand on dit il faut faire les choses, puis quand on ne les fait pas, on les manifeste plus, on les incarne plus, cesse d'exister. Ça devient une espèce de souvenir distant, mais ça n'a plus de réalité. Il faut les mettre en scène. Mais il y a un peu ça aussi dans le discours. Si on arrête de répéter, de consolider, de diffuser ce discours-là, cet ensemble de vérités, il ne devient plus vraiment vrai. En tout cas, il n'y a plus la force qu'il y avait avant. Ce pouvoir-là de créer cette réalité-là, de convaincre les gens, de réfléchir au réel de la même façon que nous. C'est un peu ça le pouvoir ici, c'est le pouvoir positif de créer la réalité telle qu'on l'a définie. Lui, il va disparaître si on ne l'exerce pas. Donc, c'est ça. Donc, la première source de cette solidité-là, c'est ce que Foucault appelle le commentaire. Chaque fois qu'on commente la réalité ou un aspect de cette réalité-là, on répète, on met en scène les vérités, même si on est critique, on dit, non, ça marche pas bien, ça c'est pas bien fait, etc., ça fait défaut, le système de justice marche pas, la police marche pas, les cours, la réinsertion sociale, c'est pas bon, etc. Vous allez vous apercevoir que même dans les commentaires les critiques les plus virulentes, il y a quand même tout un paquet de fondements du système pénal, du système de justice criminelle, de la façon dont on conçoit les criminels, les crimes, les victimes, tout ça, qui ne sont pas remis en question du tout. Et souvent, ce qui est remis en question, même si c'est de façon très virulente, c'est très peu de choses. C'est un peu la dentelle de l'application pratico-pratique quotidienne de ces principes-là, qui, selon le commentateur, fait défaut. Mais le principe lui-même, il est bon, il n'est pas remis en question.
Deuxième, l'auteur. L'auteur, ça donne une espèce d'homogénéité. Hein? On a une série de personnes ou d'institutions qui mettent de l'avant la façon dont eux voient, une espèce de narratif de la réalité. Donc, ils mettent de l'avant certains faits. Ils leur donnent une signification, etc., etc. Et ça continue, ça exprime un point de vue homogène, ça donne une force à ce discours-là qui est très important pour qu'il puisse continuer d'exister. Là, quand je dis continuer d'exister, puis je donne l'impression là, que le discours, il ne change pas, qu'il est assez immobile, il est assez figé dans le temps, mais il ne faut pas penser ça. Ce discours-là, oui, il y a une certaine solidité, il est dominant, il écrase un peu les discours qui sont en compétition avec lui, c'est dans ce que je trouve appeler le champ discursif, ça c'est plus ou moins important, mais il change aussi, hein, le sujet du cours aujourd'hui, c'est comment il change justement. Pourquoi il change, c'est quoi les conditions de son changement, comment il a changé effectivement au sujet du crime et de la criminalité, du criminel. Et ça, donc ça c'est super important de voir qu'il change, mais de le faire changer par exprès, par exemple, d'arriver puis de pousser une manette, peser un bouton, puis là, arriver avec une nouvelle perception dominante dans la société, ça c'est une autre paire de manches, par exemple. Ça, c'est pas mal plus difficile à faire, parce qu'il y a cette force-là. Mais il arrive certains moments, souvent des moments historiques, des moments où la pratique, puis l'ensemble de vérités qu'on a adoptées il y a plusieurs années, qui sont imposées il y a plusieurs années, deviennent impossibles à tenir, parce que la réalité empirique ne fonctionne plus, ne concorde plus du tout avec ça, il faut remettre en question. Donc, il y a plusieurs endroits dans l'histoire où ces choses-là vont changer. On va en parler, là. On a 2 exemples qui s'en viennent. Les disciplines, l'autre façon dont le discours prend sa force, les disciplines, dont la criminologie, bien sûr. Si vous regardez, les médias pendant une semaine, par exemple, tout sujet confondu, vous allez voir, la criminologie, on la voit pas bien souvent. Ce que vous allez voir comme discipline, les experts qui se réclament d'une discipline, vous allez voir des économistes, vous allez voir peut-être des politologues, vous allez voir certainement des psychologues. Ces gens-là ne se prononcent pas sur les mêmes questions, bien sûr, mais c'est ceux qui ont le plus d'exposition dans les médias, si on veut, et ceux dont le discours est le plus connu, le plus diffusé. Quand il y a des notions ou des questions ou des événements qui sont vraiment beaucoup plus reliés à la criminalité ou au sujet généraux de la criminologie, ben là où effectivement il va y avoir un criminologue ou deux qui vont sortir beaucoup, souvent des psychologues aussi quand même, et là on va voir la criminologie se pointer un peu à l'horizon. Foucault dit cette disciplinarisation-là de la réalité, là, c'est vraiment une source très très forte de maintien de ce discours-là, parce que quand même, les disciplines, puis les experts, c'est pas pour tout le monde, mais la discipline, les experts de différentes disciplines ont une certaine autorité pour définir les choses, puis dire c'est comme ça, c'est pas comme ça. Et donc, c'est très important de voir à quel point ces disciplines-là vont venir renforcer, bon, c'est sûr qu'ils peuvent être critiques aussi, mais dans une large portion, viennent renforcer le discours dominant sur une réalité ou sur une autre. Et enfin, la compétence, la notion de compétence, très important. C'est une des choses qui fait que le discours est très difficile à remettre en question. C'est que si vous arrivez en public, puis votre discours à vous va complètement à l'encontre des canons de vérité qui sont acceptés par tout le monde, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens vont dire « Retourne à l'école, tu n'as rien compris. Ou t'es pas intelligent. » Ou t'es manipulé, t'es brainwashé, ou c'est toi qui veux essayer de nous manipuler pour avoir un avantage indu sur nous. Donc, ce que toi t'as à dire est automatiquement rejeté. Il ne se qualifie pas comme étant compétent, important, intéressant, utile, etc., etc. Donc, la contestation du discours dominant est rejetée parce qu'on est capable de mettre une espèce de drapeau ou d'étiquette d'incompétence. La personne n'est pas compétente, n'est pas capable de parler de ces sujets-là. Donc, si tu t'élèves de façon trop radicalement différente contre l'économie ou la façon dont on fait de la police ou la façon dont on traite les criminels, ben, il y a plein de gens qui vont rejeter ce discours-là. Et je veux dire, en général, on va pouvoir rejeter ce discours-là en disant, ben,
clairement, c'est une personne qui n'a rien compris. Ou qui ne dispose pas des bonnes données, qui n'analyse pas les bonnes données, ou qui analyse mal ces données, elle n'est pas juste pas compétente. Et donc, ce qu'elle a à dire doit être rejeté immédiatement. Vous avez à la diapositive numéro 4, 3 pubs de Radio Rock Détente qui datent d'il y a à peu près, je pense, je me souviens plus trop, mais quelque chose comme 2 ou 3 ans, donc c'est quelque chose de contemporain, là, je ne suis pas allé chercher ça dans les années 60, là. Ça a l'air c'est un style qui est encore contemporain. J'imagine si on refaisait des pubs pour une radio rock détente aujourd'hui, ça pourrait avoir un peu le même style. C'est pas quelque chose qui est démodé, hein, c'est quelque chose qui est quand même relativement contemporain. Et là-dedans, vous avez des illustrations, vous avez des paroles, vous avez le logo Rock Détente, vous avez le rockdétente.com. Bon, ça c'est moins important, c'est pas là-dessus que je vais m'attarder. Je pense qu'il y a là-dedans, dans ces 3 pubs-là, et c'est les seuls 3. Il y a eu une campagne de publicité. On avait ces 3 publicités-là qui étaient placardées un peu partout, sur des autobus, par exemple. On voyait un autobus passer, il y avait ça sur le côté de l'autobus. Et il y en avait pas d'autres. Il y avait seulement ces 3-là. Et sur un autobus, vous pouviez voir la orange, la bleue ou la rouge, là. Bon. Et je pense que là-dedans, on peut voir, vous allez remarquer qu'on est dans l'interprétation. Hein? Le discours, on se place dans une sociologie interprétative quand on commence à parler de discours. Il faut interpréter les choses, essayer de voir comment ces choses-là peuvent être comprises à la lumière de données historiques, culturelles, etc., etc. Je vous mets ces 3 pubs-là pour illustrer quelque chose. Et je pense que dans ces 3 pubs-là, on a un discours, pas un discours nouveau, un discours parfaitement dominant sur la différence entre les hommes et les femmes. Je pense que ce qu'on voit là-dedans comme distinction, premièrement, il y a les couleurs. Hein, vous voyez les couleurs, vous avez du orange, du rouge, vous avez du bleu. Le bleu est une couleur froide, typiquement. Le orange et le rouge sont des couleurs plutôt chaudes, qu'on associe facilement aux passions. D'ailleurs, celui qui dit l'endroit où vous avez le mot passion, c'est sur le rouge et non pas sur le bleu. Le bleu, c'est une couleur plus froide, plus posée, plus rationnelle, si on veut. Et vous avez, à part de ça, vous avez 3 photos, évidemment. 3 photos, 2 femmes, un homme. Ces 3 photos-là, je pense, nous en disent long également. Vous avez les 2 femmes qui ont les yeux fermés, qui ont l'air de vraiment, vraiment aimer ça, cette musique-là. Et vous avez l'homme qui, lui, plutôt regarde la caméra, les yeux ouverts. Vous avez aussi des paroles qui sont écrites, c'est pas tellement long. J'écoute ma musique, je t'écoute me parler, j'écoute mes passions. Et vous avez là-dessus, le parler, c'est le côté plutôt rationnel, le côté de communication, le côté de l'intelligence. Vous avez le regard qui est porté sur vous, la communication directe, et c'est illustré par le visage masculin. Vous avez, par contre, écouter la musique est vraiment en profiter au maximum et être très passionné dans le rouge avec les yeux fermés, partie bien raide, ça c'est du côté plutôt féminin. Et je pense que là-dessus, là je suis pas en train de vous dire que le poste de radio a décidé de vous illustrer ça comme ça pour vous dire que c'est ça la différence entre les hommes et les femmes. Et je suis pas en train de vous dire non plus que c'est la compagnie de pub ou de relations publiques de Radio Rock Détente qui en a décidé ainsi non plus. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans notre cadre culturel contemporain, il y a un discours sur la différence entre les hommes et les femmes. Et ce discours-là s'applique à tout le monde, dont ceux qui ont conçu ces pubs-là. Et ceux qui ont conçu ces pubs-là se sont peut-être posé la question, est-ce qu'on pourrait pas mettre « J'écoute mes passions » avec la face masculine qui prendrait la même attitude que le visage féminin qui est dans le casier rouge? Et peut-être que quelqu'un s'est posé la question pourquoi on met pas l'homme là, à cet endroit-là, ou pourquoi on met pas 2 hommes puis une femme, pourquoi on n'inverse pas les rôles. Et je pense que dans notre culture, ça détonnerait. Et parce qu'il y a un discours généralisé, très dominant, qui associe le côté émotionnel au côté féminin et le côté logique, intelligent, rationnel au masculin. Et donc, vous avez ici une représentation de ce discours-là. Donc, c'est le discours qui influence la publicité ici. Mais en retour, évidemment, la publicité continue de véhiculer ce discours-là. On a quand même, d'une façon
plus ou moins réfléchi, parce que bon, je sais pas si tout le monde tout le monde étudie ces publicités-là à ce point-là, mais enfin, on a ici un véhicule qui continue de faire fonctionner ce discours-là dans notre société, qui continue de venir le renforcer. Il y a toutes sortes d'autres choses qui viennent le renforcer, mais ça rentre dedans et ça le renforce en même temps. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette illustration-là dans le discours. Le discours, c'est pas juste des mots, autrement dit. En fait, grosso modo, là, vous aviez des mots sur ces 3 affiches publicitaires-là, mais vous aviez aussi des couleurs, vous aviez des visages qui parlent, qui ont une attitude, un langage corporel qui vous communique une vérité au sujet des hommes et des femmes. Donc, vous avez ici un discours qui est véhiculé par une publicité, mais comme vous voyez dans le côté, dans l'aspect du commentaire, quand on parle de discours, vous avez là-dedans la publicité qui joue un rôle très, très, très important. C'est sûr que la publicité est là pour vous vendre quelque chose, elle est là pour vous vendre Radio Rock Détente dans ce cas-ci, mais elle doit entrer dans les canons culturels généralisés. C'est la même chose, si on va pas mettre des hommes qui portent des jupes. Hein? Pourquoi? Pas parce qu'il y a une loi qui dit que les hommes sont pas supposés de porter des jupes. C'est juste que si vous mettez une jupe sur un homme, ça va détonner. Il y a comme quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. Et donc, si vous, un peu de la même façon, si vous mettez un homme qui est passionné, puis une femme qui est rationnelle, ça va détonner. C'est pas ce à quoi on s'attend. Bon, ça va, j'en ai assez dit là-dessus. Une autre illustration que vous avez dans le PowerPoint, c'est l'illustration de la thèse de Rosalind Pichetsky sur les campagnes anti-avortement aux États-Unis. Celle-là, je vous la décris pas parce que je pense que c'est écrit en long et en large dans les notes. Et vous avez ici une espèce d'association symbolique qui a été faite entre l'enfant au cordon ombilical et l'astronaute pour transformer un peu la notion, c'est-à-dire la conception qu'on a du fœtus, qui est plus nécessairement juste un petit paquet de cellules, mais qui devient un individu au bout d'un cordon qui le maintient en vie. Et donc, on a eu, en tout cas, c'est la thèse de Rosalind Pichetsky qui dit, ces images-là ont transformé le discours qui est le discours dominant qui était tenu au sujet de la nature du fœtus, et pas seulement pour les gens qui s'opposaient à l'avortement, mais pour ceux qui étaient pour l'avortement, c'est-à-dire pour le choix. Donc, pour tout le monde, ces images-là ont transformé le discours et ont transporté ce discours-là dans le domaine de le concours des droits. Il y a un concours de droits entre la mère et le petit individu qu'elle porte dans son ventre. Alors qu'avant, le discours était pas comme ça. Le discours était du côté de pro-choix, ce n'est pas un individu. Mais là, à cause de ce genre d'image-là, on a imposé une façon différente de voir les choses. Donc, le discours, il faut vraiment faire attention, c'est quelque chose qui se transporte à travers pas seulement des mots, mais également des images. Et ça devient hégémonique, ça devient dominant, ça vient remplacer un système de vérité auquel on croyait jusqu'à cette époque-là. Donc ça c'est la notion de base. C'est les notions de base du discours, ce qui fait sa force, sa pérennité, ce qui le fait durer dans le temps, ce qui le protège contre la critique. Mais aussi, évidemment, bien sûr, on va voir là, dans 2 exemples qui s'en viennent, un peu moins directement relié à la criminologie, mais quand même, puis l'autre carrément relié à la criminologie, au point que ça fait un peu une révolution criminologique pour des bonnes et des mauvaises raisons. Mais bref, la façon dont Foucault utilise ce concept-là de discours, c'est de dire, écoute, si le discours sur le sujet X, c'est ABC aujourd'hui, c'est que il y a eu dans le passé des transformations ou certains moments historiques où ça a changé comme une charnière, pas nécessairement du jour au lendemain, bien sûr. Quand on parle d'une charnière, c'est peut-être exagéré, mais sur quelques années, il y a eu comme un changement dans la pensée dominante, et maintenant, on réfléchit à cette question-là d'une façon différente. Et pourquoi il y a eu ce changement-là? D'où est-ce qu'il vient? C'est ça qui est important pour nous en tant que criminologue, de savoir c'est quoi l'historique, c'est quoi l'histoire du présent. Foucault appelle ça l'histoire du présent, au sens où on va chercher dans l'historique ce qui vient expliquer le présent.